Dans cette dernière capsule du module d'optique géométrique, on va regarder deux paramètres très importants, deux phénomènes aussi importants qui ont trait au système optique en général. Ce sont des choses assez importantes pour savoir, c'est bien beau de faire des beaux calculs, mais c'est quoi la réalité? On va regarder comment la lumière peut être atténuée en intensité, ce qui va nous amener d'ailleurs à définir c'est quoi l'intensité, combien de watts par mètre carré vont se rendre à votre œil ou à votre caméra à travers notamment un brouillard. On va regarder aussi on va définir c'est quoi le champ de vision d'un système optique, par exemple une caméra, et quelle est la résolution. Ces termes-là sont très importants si on travaille avec des systèmes optiques, que ce soit en ingénierie ou dans la médecine. On veut savoir quelles sont vraiment les qualités, les caractéristiques d'un système. Par exemple, lorsqu'un médecin va dire à un patient, non, il n'y a pas de tumeur dans votre scan, la seule chose qu'il a vraiment le droit de dire, c'est il n'y a pas de tumeur plus grande qu'un certain niveau. Peut-être que son scanner, son système, ne permet pas de voir, de résoudre des tumeurs plus petites que tant. C'est la même chose pour un ingénieur qui travaillerait sur l'inspection de tubes, par exemple, ou de pipelines transportant du pétrole, et qui dirait non, il n'y a pas de fissure dans le tube, eh bien, il devrait dire il n'y a pas de fissure plus grande que tant si son équipement ne permet pas de résoudre pour des fissures plus petites que tant, mettons 1 mm ou quelque chose comme ça. Or, on va introduire ces notions-là. Alors, si on regarde sur la diapo qui est ici, on montre pour différentes longueurs d'onde. Ici, on est au début du visible, ensuite dans le millimétrique et jusqu'aux ondes métriques qu'on utilise dans les radars. On montre combien il y a d'atténuation en décibels par kilomètre. On va voir les intensités de décibels dans le prochain module, mais juste pour se donner une idée. Par exemple, dans le visible, les caméras voient très bien, mais dès qu'on rajoute de la pluie, par exemple, ou du brouillard, l'atténuation peut être massive, alors que dans les longueurs d'onde qu'on utilise dans les radars, par exemple, pour les avions, l'atténuation, même pour un brouillard très, très, très intense, est presque inexistante. Alors, on va regarder un petit peu les applications de ça. Pour ce qui concerne le champ de vision, par exemple, d'une caméra, c'est la même chose pour votre œil. On montre ici une lentille et on montre un capteur, le plan du film. Et ici, ça pourrait être, on n'a plus de film Kodak, ça pourrait être la grandeur du capteur qu'il y a dans votre caméra d'image CCD sur votre téléphone. Un objet qui envoie son compte de rayon, ce point-là de l'objet serait imagé ici, et si le capteur arrête là, c'est tout ce que vous allez pouvoir voir. Un objet qui serait plus grand, qui enverrait un rayon à partir d'ici, ça tomberait à l'extérieur du capteur. C'est ce qu'on appellerait le champ de vision fini du capteur. On va regarder un peu ces choses-là un peu plus tard dans un document que je vous ai préparé. On va aussi regarder la question de la résolution. Ici, on voit, il y a deux carrés rouges qui sont séparés par une ligne blanche, mais dans la caméra, les pixels sont tellement rapprochés ou trop gros qu'en fait, ce qu'on voit, c'est seulement un gros blob rouge. On ne voit pas la ligne blanche entre les deux. Pardon. Si les deux carrés étaient un peu plus éloignés, la même caméra nous permettrait de voir qu'en effet, il y a du rouge, du blanc, du rouge, du blanc. Alors ça va être la notion de résolution qu'on va introduire un petit peu plus tard. Avant d'aller là, je vais vous montrer une expérience réelle d'optique.
j'enseigne depuis 15 ans, mais je travaille depuis 30 ans dans le domaine du LIDAR et je continue d'y travailler avec des collègues. Et il y a quelques années, j'ai été amené à faire, à concevoir et à réaliser une expérience, pardon, pour voir quelle serait la capacité d'une caméra à regarder à travers un brouillard avec une application pour la recherche et sauvetage par les hélicoptères de la défense nationale. Alors, imaginez un hélicoptère qui transporte à son bord un lidar, je vais décrire de quoi il s'agit. Un lidar, c'est un radar au laser, un lidar et qui, avec une caméra et qui va regarder au sol. Et on veut voir, étant donné des conditions de brouillard, quelle sera la capacité de ce type de caméra. Alors, je vais vous montrer un vrai système optique et tout ce qu'on a vu dans notre cours jusqu'à maintenant, vous allez voir que ça s'applique, plus les notions de résolution et d'atténuation de la lumière. Alors, voici. Et en fait, l'expérience est réalisée dans mon sous-sol, où vous êtes déjà en ce moment. Alors, imaginez ici, on aura le système optique. On va lancer de la lumière laser vers une cible que je vais montrer tout à l'heure, lignée. Et cette lumière va passer à travers un aquarium qui va contenir de la poussière, qui va représenter un brouillard. La lumière va traverser, va se rendre à la cible et va revenir et va être capturée par une caméra. Je vais vous montrer le système tel qu'il était. Alors, vous avez ici la fibre optique amène de la lumière laser et un système de lentilles va amener la lumière vers l'endroit où on voit la cible. La lumière va revenir et va être capturée par un système de 2 lentilles qui est ce qu'on a vu, un instrument optique. C'est une lunette astronomique avec un objectif et un oculaire. Derrière ça, j'ai placé les deux pour que les rayons sortent parallèles, comme pour régler à l'infini. Et ensuite, on a une lentille qui capture la lumière et l'amène sur le capteur de la caméra. C'est évidemment pas une petite caméra de téléphone, c'est une caméra très, très, très particulière et coûtait très, très cher. Or, ce qu'on veut regarder, c'est ce que j'ai appelé une cible, c'est ceci. Des barres noires, blanches, et on veut voir quelle est la capacité de la caméra à résoudre les noires blanches et les lignes noires et blanches, pardon, à travers un brouillard. La lumière va passer, la lumière va passer à travers cet aquarium dans lequel j'aurais mis de la poussière de façon calculée, mais mesurée, pour se rendre à la cible et revenir vers le système. Juste pour vous donner une idée, on a parlé et on va en reparler, de la diffusion de la lumière par les poussières. Vous savez, on a dit que la lumière se propage en ligne droite. La lumière s'en va vers la cible. Comment se fait-il que je puisse la voir d'ici ou de là? Bien, c'est parce que la lumière du laser rencontre des particules et réfléchit ou diffuse la lumière dans toutes les directions. Ça ressemble à un beau sabre Jedi. Or ici, c'est le genre de la cible. C'est la cible, mais cette fois-ci éclairée non pas par une lumière, une ampoule, mais éclairée par le laser qui sort de la fibre optique et on voit ce qu'on appelle du speckle, des ondes plus intenses que d'autres. Maintenant, lorsqu'il y a beaucoup de poussière dans l'aquarium, voici ce que vous verriez avec votre œil, ce que je voyais avec une caméra. En réalité, vous ne pouvez pas voir de l'autre côté parce que vous êtes ébloui par la lumière qui revient de l'eau, de l'aquarium même. Cette caméra-là est assez particulière parce qu'on peut l'allumer seulement au moment où les photons de lumière qui reviennent de la cible vont arriver à la caméra. On peut l'allumer un temps très très court pour ne capturer que les photons qui ont fait l'aller-retour au moment où ils viennent. Donc, on n'est pas aveuglé par ces premiers photons qui reviennent directement de l'aquarium. Alors, regardez ce qu'en réalité la caméra a quand même été capable
de voir. Il restait, et on était dans des conditions d'atténuation extrême, et on arrivait quand même à voir au moins un peu. C'était vraiment la limite du système. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que tout ce qu'on a vu dans ce cours-ci, ça existe, ça marche, on peut le calculer, on peut le concevoir, on peut l'assembler, acheter des composantes, le faire, et ça fonctionne. Les chiffres sont réalisés. OK, alors je vais aller regarder deux documents que je vous ai rendus disponibles pour introduire les notions de champ de vision, résolution et ensuite intensité et atténuation de la lumière. Or ici, on se rappelle que pour l'œil, ce qui compte, c'est la grandeur apparente. Encore là, on veut prendre un objet et répartir les détails fins de cet objet-là, on veut le voir, sur le plus grand nombre de capteurs possible. C'est ce qu'on appelle la grandeur apparente. La grandeur apparente, c'est donc l'angle sous-tendu sur le capteur, la rétine ou la caméra, par un objet. Si on rapproche l'objet, bien évidemment, il va sous-tendre un angle plus grand et on va répartir les détails fins, par exemple les lignes de ma chemise, on va les répartir sur un plus grand nombre de capteurs et on va voir quelle importance ça a. Bon, la résolution d'un système optique, un point très important. Alors, regardez ici ce qu'on a. J'ai représenté ici un objet qui serait un ensemble de lignes rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc. Ici, il y a la caméra ou votre œil, OK? Et en orange, ce qu'on voit ici, c'est le plus petit capteur, donc soit le plus petit cône ou bâtonnet dans votre œil ou le plus petit pixel dans votre caméra. Ben, tous les rayons provenant à l'intérieur de cet angle-là vont tomber d'un seul pixel et au lieu de voir un beau réseau rouge-blanc, 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 ce qu'on va voir, c'est un mélange de couleurs. Donc, on aura perdu le détail fin de cet objet-là. Si on utilise donc un système optique, une lunette astronomique, un microscope, quoi que ce soit, le résultat, c'est d'agrandir l'angle. Par conséquent, dans le même objet, maintenant qui passe par un système pour grandir l'angle, il va occuper un plus grand nombre de pixels dans la caméra ou de cône dans votre œil. Et là, on va de nouveau retrouver, au lieu d'avoir les couleurs mélangées qui étaient ici, on va retrouver les détails fins de l'objet. Alors, on va regarder de façon mathématique, algébrique, trigonométrique, comment on spécifie la résolution d'un système. On peut le savoir. On peut le faire de deux manières. L'angle minimum ou bien la hauteur minimum, le plus petit détail qu'on peut résoudre. Ben, l'angle minimum, c'est tout simplement, c'est de la trigonométrie. C'est l'angle dont la tangente est égale à la hauteur du pixel divisé par la focale de la lentille, tout simplement. Si on veut l'avoir, la résolution en millimètres, si vous voulez, ben, on va tout simplement appliquer notre trigonométrie. On va prendre cet angle-là et on va le poursuivre jusqu'à la distance R et ça va nous donner la hauteur en centimètres, en millimètres ou quoi que ce soit. R, tangente de l'angle minimum. L'angle minimum étant donné par cette expression-ci, l'angle dont la tangente est égale à la hauteur du pixel divisé par la focale de la lentille. On va aller regarder maintenant le champ de vision d'un système optique. Alors maintenant, cette fois-ci, on va regarder ce qu'on peut voir par tous les pixels de la caméra, pas un seul. Alors regardez, ça c'était l'angle minimum qu'on avait tout à l'heure, qui remplissait un seul pixel, mais on a plusieurs pixels ou plusieurs cônes ou bâtonnets dans notre système. Alors pour remplir complètement la caméra, on a un angle qu'on va appeler l'angle maximal et qui va nous dire quel est le champ de vision. Évidemment, ici, ça se peut qu'on est, on est dans la même condition que tout à l'heure. Ce qu'on a, c'est que
On voit l'ensemble de l'objet, mais toutes les couleurs sont mélangées. Encore là, si on utilise le grandissement, on va remplir la caméra, mais on va voir moins de détails. Il y a toujours un compromis à faire entre la résolution et le champ de vision. Il y a quelques années, j'avais dû avoir un scan à un genou et ça arrive assez souvent. Si on veut avoir une bonne résolution, on le voit sur la diapo qui est là, on va avoir un système qui va faire un agrandissement, mais ça va limiter le champ de vision. Alors le médecin, ce qu'il doit faire à ce moment-là, c'est prendre plusieurs images, chacune étant avec une bonne résolution, plusieurs images, et ensuite, mathématiquement, on va coller les images pour reproduire l'objet au complet. Donc, il y a un compromis entre champ de vision et résolution. Comment calcule-t-on cet angle-là? Ben, on fait la même chose que tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir un seul pixel, on a n pixels. Mettons 2048 par 2048, des choses comme ça. Ça nous donne l'angle maximal. Et si on veut plutôt l'avoir de façon métrique, en mètres, en centimètres, en millimètres, ben, on applique notre trigonométrie et on va prendre l'angle et on va le pousser jusqu'à la distance r. Donc, je viens d'introduire les notions de champ de vision et de résolution. Vous avez dans des exercices que je vous ai donnés, vous allez en avoir un ou deux pour appliquer ça, mais c'est tout simplement de la trigonométrie de base. Cette fois-ci, on va aller regarder la question de propagation de la lumière, propagation et atténuation de la lumière. Alors, on va introduire la notion d'intensité. Bon, de la même façon que vous pouvez voir des ondes qui se déplacent à la surface de l'eau, ben, la lumière se déplace et elle va s'éloigner d'un système, soit comme sur des sphères en expansion, donc la même puissance en watts va se répartir sur des sphères de plus en plus grandes, ou bien ça va être à l'intérieur d'un cône limité, et encore là, la même puissance va se répartir sur des surfaces de plus en plus grandes. On va définir l'intensité comme étant la puissance divisée par l'air. Donc, sur quel air elle se répartit. L'intensité, ça va être des watts par mètre carré. Il y a deux raisons par lesquelles je vais aller revenir sur les diapos temporairement. Ici, il y a deux raisons pour lesquelles la lumière pourrait subir de l'atténuation. Soit des raisons géométriques, c'est-à-dire comment la lumière se répand dans l'espace, ou bien des raisons d'atténuation, absorption ou diffusion. Diffusion dans toutes les directions, comme on a vu avec le sabre Jedi que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, on va revenir ici. Pardon. Bon, décroissance d'origine géométrique. On va regarder ce point-là. Alors, on peut avoir, comme je disais, si c'est une source, on va définir dans le prochain module qu'est-ce qui fait qu'une source va être considérée comme ponctuelle. Mais une source ponctuelle va être prise comme émettant de la lumière dans toutes les directions de l'espace. Un peu comme une ampoule électrique, vous pouvez l'avoir de toutes les directions, c'est parce que l'emploi, c'est 40 watts dans tout l'espace. Alors, la façon de calculer l'intensité, ben, ça va être la puissance en watts, P0, divisé par l'air d'une sphère, 4 pieds carrés, et on va savoir à tous les points dans l'espace combien y a-t-il de watts par mètre carré ou par centimètre carré. Ou il y a le cas d'une source faiblement divergente, c'est le cas des lasers, ils émettent dans un cône très restreint, c'est d'ailleurs leur caractéristique importante. Ben, si on connaît l'angle de divergence, qu'on appelle θ, qu'on donne d'habitude en milliradians, ben, au fur et à mesure que la lumière s'éloigne, la lumière se répand sur un cône d'angle fixe, mais la lumière se répartit à chaque endroit sur un cercle. Et donc, pour écrire l'intensité, qui est la puissance sur l'air, ben, il faut trouver l'air de ce cercle.
Ce cercle-là, son aire grandit. Pourquoi? Parce que le rayon augmente. Comment? Ben, c'est par trigonométrie. C'est la distance fois la tangente de l'angle. L'aire d'un cercle, pi r carré, ce rayon-là, r fois la tangente de l'angle au carré, ça nous donne l'aire sur laquelle est répartie pour chaque distance la lumière du laser. Donc ici, l'intensité sera P0, la puissance initiale divisée par l'aire du cercle à la distance grand R. Décroissance par atténuation cette fois-ci. Je n'entrerai pas dans le détail de la démonstration, mais je vais vous montrer les deux raisons pour lesquelles la lumière peut être atténuée. Supposons qu'on envoie de la lumière, comme c'est ici, à travers une zone où il y a un brouillard et qu'on veut savoir combien de lumière va se rendre dans la direction opposée. Ben, il peut arriver au moins deux choses. Soit la lumière est absorbée par les molécules, par la poussière, est transformée en chaleur, donc ça, c'est des rayons qui ne se rendront pas à l'extrémité. Ou bien elle est diffusée dans toutes les directions. Encore là, c'est de la lumière qui ne se rendra pas à l'autre extrémité. Comment calcule-t-on? Je vais passer rapidement sur la démonstration. Ben, on a une décroissance en pourcentage, un pourcentage de I, une perte sur l'intensité incidente, qui est proportionnelle à la distance couverte. Le coefficient d'atténuation en mètre moins 1, on l'appelle alpha, et le signe moins vient du fait qu'on perd de la lumière. Or, si on fait tendre delta I vers 0, ben, on fait tendre delta X vers 0. On se trouve ici avec une équation différentielle. DI sur I égale moins alpha dx. Bon, nous, ce qu'on veut, c'est pas cette équation-là. Ce qu'on veut, c'est l'intensité pour toutes les valeurs de X. Ben, on intègre, on va intégrer à gauche et à droite. Et ici, c'est à peu près l'intégrale la plus facile, deux intégrales les plus faciles. L'intégrale de dx sur x, ben, c'est le log naturel de x, ici x étant i. L'intégrale de dx, c'est x, plus une constante. Maintenant, qu'est-ce qui est important ici, c'est cette constante-là. Qu'est-ce qu'elle doit être? Ben, on veut que notre équation soit toujours bonne. On veut que cette équation-ci, plus une constante, soit toujours bonne, notamment, je suis en train de dire ce qui est écrit un peu plus bas, notamment pour x égale 0. À x égale 0, on veut que le log naturel de i soit égal au log naturel de l'intensité initiale. Donc, la constante doit être égale au log naturel de I0. Après ça, on fait quelques manipulations algébriques et on regroupe les termes en I0. On prend l'exponentielle à gauche et à droite pour faire disparaître le log naturel et on arrive à l'équation finale qui est celle-ci. Il y aura décroissance exponentielle de l'intensité au fur et à mesure qu'on avance dans le brouillard. Cette loi-là de décroissance exponentielle, c'est celle qu'on appelle la loi de Beer. Pas la loi de la bière, mais la loi de Beer, M. Beer qui a découvert ça. Quels sont les exemples d'application? Ben, j'en nomme quelques-uns ici. Prédiction de la puissance radar transmise à travers un brouillard, pour savoir si le radar sera fonctionnel dans telle ou telle application. Même chose pour la caméra dont je vous parlais tout à l'heure. Mesure de la visibilité pour des fins météorologiques et de sécurité routière. Or, quand dans un rapport, on vous dit la visibilité aujourd'hui est de 1 km, c'est pas parce que quelqu'un a regardé par la fenêtre et a dit ben, je pense qu'on peut voir jusqu'à 1 km. C'est parce qu'on a fait des expériences. On a un émetteur qui envoie de la lumière vers un capteur. On connaît la réponse du capteur en temps clair et on connaît par combien la réponse va être atténuée étant donné un brouillard. Et on a des formules pour transformer ça en visibilité, ce que vous pourriez voir à l'œil nu. Quel contraste vous pourriez ressortir. Contraste qui revient, mes lignes blanches et noires qu'on voyait tout à l'heure.
Prédiction de la puissance d'irradiation déposée sur un organe interne, particulièrement en radio-oncologie. Hein? On veut savoir combien de puissance va aller se déposer sur l'organe visé. Pourquoi? Ben, parce qu'on ne veut pas brûler, on veut pas brûler le patient, on veut le guérir. Des tissus humains, toutes ces choses-là. Alors, je vais aller donner un exemple. Vous avez dans un document, le devoir sur l'optique géométrique, vous avez 3 exemples qui sont résolus au complet, mais je vais aller expliquer celui-ci. Alors, on a ici ce qu'on appelle un transmissomètre, justement pour calculer la visibilité. Vous avez un émetteur laser ici. Vous avez un capteur avec une lentille. Il y a une lentille d'un diamètre grand D. Entre les deux, il y a une distance R et il y a un brouillard. Il y a un brouillard avec un coefficient d'absorption de 0,01 par mètre. On utilise un laser dont la divergence est de 1 millirad. La puissance initiale est 10 watts, c'est considérable. La distance de propagation, on a mis 200 mètres. Une lentille dont le diamètre est de 50 mm et on veut savoir quelle sera la puissance qui sera collectée en watts par la lentille et qui pourra être dirigée vers le détecteur. Pourquoi on veut savoir ça? On veut savoir si le détecteur va être capable de réagir. Ben, on va calculer, la stratégie, c'est la suivante. On va calculer l'intensité à la distance R, c'est donc de l'intensité en watts par mètre carré partout dans ce cercle-là. Mais ensuite, on va aller capturer cette intensité-là, c'est des watts par mètre carré. On va multiplier par le nombre de mètres carrés, donc l'aire de la lentille, pour savoir cette lentille-là, il y a de la puissance partout, il y a de l'intensité partout. Quelle partie de puissance va-t-elle aller chercher? Quelle partie d'intensité qui va être convertie en watts? Alors, on fait tout simplement, d'abord, on va aller regarder l'atténuation de la lumière par le facteur géométrique. On prend ici le cas d'une source faiblement divergente. Et on va ensuite regarder l'autre effet qui est l'atténuation globale due à l'absorption et la diffusion. Ça va nous donner l'intensité en watts par mètre carré partout autour de la caméra, de sa lentille. Ce qu'on va faire ensuite en utilisant de nouveau notre définition de l'intensité, l'intensité étant comme de la puissance sur l'air. Maintenant, on veut savoir la puissance collectée par la caméra. Bon, on va multiplier l'intensité incidente par l'air de la caméra. Et voici, on a 21,1 milliwatts, ce qui est considérable. Bon, les erreurs que je vois le plus couramment, c'est qu'on n'a pas bien compris la géométrie de tout ça et qu'on va intervertir le D, qui est le diamètre de la lentille, et le R, qui est la distance à laquelle se trouve la lentille. Okay? Alors, vous avez quelques exemples que vous pourrez analyser dans les documents que je vous ai donnés. Alors, ceci termine notre module sur l'optique géométrique. J'en ai profité pour vous montrer que tout ce qu'on a appris, ça fonctionne. Évidemment, on a appliqué des règles simples, la loi des lentilles minces. Ce qu'on fait d'habitude, quand on veut être beaucoup plus précis, on va utiliser des logiciels qui vont permettre de tracer les rayons et de voir très précisément ce qui va se passer au niveau de la caméra, d'un détecteur. Mais la loi des lentilles minces nous permet de faire une très bonne approximation et de savoir un très bon point de départ qu'est-ce qui va se passer dans notre système optique. Et j'en profite pour vous réitérer, ça marche. Ça fait plus de 30 ans que je suis en optique et c'est des règles qu'on applique constamment. Alors, on termine ici notre module 1 sur l'optique géométrique.